Les Américains ont rechoisi très massivement Donald Trump. C'est d'ailleurs la troisième fois en 3 élections successives qu'ils le choisissent, mais ce n'est que la deuxième fois que Trump accédera, peut-être, on l'espère, à la magistrature suprême. Il reste plusieurs mois avant qu'il soit confirmé dans cette position le 20 janvier prochain. Beaucoup de surprises peuvent arriver d'ici là. Il y a des procédures en cours contre lui. Il peut y avoir tout type de choses. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans la rue? Qu'est-ce qui va se passer partout? La seule certitude, c'est que avec Elon Musk, avec RFK, avec Vance, avec toutes ses équipes, tous ses fidèles, Trump a anticipé tout ça. Il a eu beaucoup de temps, puisque ça fait des années et des années qu'il observe le marécage de la politique. Il a été chef de l'État. Pendant 4 ans, il a vu à quel point il avait pu être détruit par ceux sur lesquels il avait pu croire qu'il pouvait s'appuyer. Maintenant, qu'en sera-t-il? On va très très vite le savoir. Chaque jour sera une somme d'immenses surprises. Vous pouvez en être certain. Une victoire d'un jour pourra se transformer en catastrophe le lendemain. La seule certitude, c'est qu'on voit apparaître en ce moment véritablement ce que j'appelle depuis toujours les 5 fantastiques. Et comme je l'expliquais, les États-Unis ne sont pas l'antre du mal absolu. L'antre du mal absolu, elle est à Paris et elle est à Tel Aviv avec Netanyahou. Donc elle est à Paris avec Macron, elle est à Tel Aviv avec Netanyahou. Elle est également au Vatican, qui a été complètement infiltré, et c'en est terrible. Et je sais que c'est très très dur de dire ça, parce que beaucoup de personnes comme moi sont catholiques, et c'est effrayant d'imaginer que le pape n'est pas au service de Dieu. Au contraire, il y a également d'autres maléfiques dans l'environnement immédiat de Trump, même dans un environnement familial. Il y en a également en Russie, il y en a en Chine, il y en a partout. Mais les 5 fantastiques comprennent de plus en plus qui ils sont. Et c'est pour ça qu'après avoir longuement hésité, Elon Musk a décidé de soutenir très fortement la campagne de Donald Trump, alors que longtemps il avait hésité, parce qu'il a compris que s'il n'y avait pas une victoire du camp du bien dans cette élection, il n'y aurait plus jamais d'élection. Et d'ailleurs, les choses auraient pu être incendiées extrêmement rapidement, c'est-à-dire dans un délai de 5 ans. Il faut bien comprendre qu'il y a une véritable inertie à toutes les catastrophes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la semaine prochaine, tout pourrait être réduit en cendres. Et c'est possible. C'est-à-dire que si les Russes sont provoqués trop loin, si y a des bombes qui partent, qui visent Moscou, Saint-Pétersbourg et qui tuent des civils, il y aura des répliques qui peuvent entraîner d'autres répliques, et on sent que l'escalade peut partir très très vite. Les Iraniens ne cachent plus la possibilité qu'ils aient la bombe atomique. Ils le déclarent, ils le font savoir. Il y a des explosions de type nucléaire qui ont lieu dans le désert. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont aidés par les Russes ou par les Pakistanais ou par les Chinois, ou est-ce qu'ils y sont parvenus d'eux-mêmes? On ne sait pas tout ça, et je pense que ça fait partie des préoccupations majeures du président Trump. Pas parce que il ne comprend pas en fait la réalité de la situation. Évidemment, Trump comprend exactement comme vous et moi ce qui est en train de se passer. Mais aux États-Unis, c'est impossible, quand on a sa position, de parler de cette manière. Et c'est ce dont je vais parler dans cette première partie de la vidéo. Il y aura 2 parties. Une première partie où je vais parler un peu du contexte de ce qui se passe maintenant. Et la deuxième partie, je parlerai des 15 commandements du journalisme. Et en fait, ces vidéos sont des vidéos d'accompagnement de mes lettres Substack, parce que ça m'a été demandé. J'ai une lettre sur substack.com, substack.com, dans laquelle j'écris de longues lettres, et mon nom c'est Bertrand55.
mais un certain nombre d'entre vous me disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire les lettres et qu'ils aimeraient bien que je les lise pour eux. Et je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Donc, cette première partie, c'est la nouvelle lettre de ce matin, et il y en aura sans doute une autre dans la soirée. Et une deuxième vidéo sera la lettre d'hier sur les 15 commandements non écrits du journalisme dans les démocraties occidentales que les Russes appellent l'empire du mensonge. Donc j'espère que vous y prendrez du plaisir. N'hésitez pas à me contacter à bertrand@55bellechasse.com. N'hésitez pas à me soutenir sur PayPal. N'hésitez pas à me soutenir en prenant un abonnement payant sur Substack. N'hésitez pas à regarder les possibilités d'aider sur GoFundMe, sur Litchi, sur Tipeee, ou si vous le souhaitez, qu'on se rencontre ou que vous me commandiez du miel. On peut se rencontrer facilement les yeux dans les yeux, mais on peut également échanger par email bertrand@55bellechasse.com. Et pour que tout ça soit clair pour vous, et comment vous pouvez m'aider à renforcer ce projet de médias indépendants. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Prenez du plaisir à écouter la lecture de cette lettre Substack du matin. Alors vous êtes déjà plus de 6000 à lire mes lettres Substack, mais un certain nombre d'entre vous me disent qu'elles sont longues et qu'ils aimeraient pouvoir disposer d'une version audio. Et voilà, c'est la première fois que je vais lire une version audio. Donc dans un premier temps, je lis uniquement la lettre et vous pouvez l'écouter ainsi quand vous êtes en voiture, quand vous êtes occupé, affairé à faire autre chose. Et ça évite pour un certain nombre d'entre vous de constater que les caractères sont vraiment petits et difficiles à lire. Il y a eu précédemment, à ce moment où je parle et lis la lettre, une introduction pour faire un point rapide sur ce qui vient de se passer aux États-Unis et une analyse a priori des conséquences que ça pourrait avoir pour le monde. Je rappelle juste à toute fin utile que j'étais depuis toujours quelqu'un qui a supporté Donald Trump dès avant sa première élection de 2016, évidemment en 2020 et bien sûr en 2024. Je constate, alors que j'étais parfaitement décrié sur ces questions, que les 5 fantastiques, et je n'en démords pas, qui sont Poutine, Xi Jinping, Trump, Elon Musk et Ben Salman, sont parfaitement unis, même si beaucoup en doutent encore, et sont dans des positions véritablement d'aider l'humanité à terrasser le mal. Donc ce qui s'est passé avec Trump, les tentatives d'assassinat auxquelles il a réchappé, etc., montre bien que Dieu est un acteur dans cette affaire, aussi étonnant que ça puisse paraître. Voilà, lecture de la lettre. Ça y est, Macron félicite Trump. Il voudrait que sa victoire soit celle de Pyrrhus comme en 2020. Mais cette fois, j'en doute. Il faudra plus que de la séduction pour arrêter cette vague d'espoir qui renaît. Le camp du mal dispose encore de nombreuses cartes maîtresses, y compris aux USA, dont en particulier les médias. Il va falloir rester vigilant. La somme des changements que peut apporter la victoire de Trump, qui disposera de la majorité au Sénat et au Congrès, est immense. Ceux qui voulaient l'assassiner ont encore du temps devant eux avant le 20 janvier, mais ils doivent se dépêcher. Les Russes et les Chinois seront sobres et vont relever les choses qui viennent de se passer, c'est-à-dire la victoire totale des républicains menée par Trump et Vance, mais particulièrement aidé par Elon Musk. Car de toute façon, les USA resteront une puissance antagoniste. Et d'ailleurs, que pourra-t-elle faire face aux BRICS et à leurs forces tranquilles, alors que bien évidemment aux USA rien n'est réglé, puisque les tenants des LGBT+, du transhumanisme, etc., n'ont bien sûr pas dit leur dernier mot. Néanmoins, une vague d'espoir va renaître,
Et cela va permettre de totalement démasquer les médias. Même si, pour ceux qui regardent encore la télé, vous observez tout sur les plateaux, tous ceux qui tournent leur veste avec plus ou moins d'habileté et sans aucun amour-propre. Cela ne concerne bien évidemment pas seulement les USA, mais bien le monde entier. Je voudrais savoir ce qui se passe en ce moment dans les principaux réseaux sociaux et médias pour essayer de détruire toute trace de leur collusion pour essayer de faire battre Donald Trump. Elon Musk ne s'est pas trompé et a certainement été l'allié numéro 1 de la victoire du trublion Trump, plus que Robert Fitzgerald Kennedy ou même Ron Paul, le père du sénateur Ron Paul, ennemi juré de Fauci. Cette victoire est si nette que peu pourront la contester. Pratiquement tous les swing states sont dans l'escarcelle du camp républicain. Le Sénat sera favorable à Trump et le Congrès également. Cela va donc être une inflexion forte dans la prise de pouvoir planétaire dont rêvait le binôme Macron et qui aurait été facilitée par l'élection de Harris. D'ailleurs, on comprend mieux le silence d'Emmanuel Macron au cours des 2-3 dernières semaines. Je pense qu'il avait compris, de même que les changements très très brutaux à la tête de l'État israélien où Netanyahou s'est débarrassé de tous ceux qui peuvent être proches de la politique de Trump, qui est une politique de paix, et en réalité d'arrêter le génocide. Trump est un des rares politiques américains à avoir osé évoquer le mot paix à de nombreuses reprises concernant le Proche-Orient. On sait qu'il essaye de s'éloigner de son gendre, dont je parlerai un peu plus tard dans cette lettre. Bref, que va-t-il se passer? Plus que jamais, les 5 fantastiques vont se dévoiler face aux 6 maléfiques. Et on a vu à quel point, aux États-Unis, l'union Trump-Musk a complètement déjoué tous les pronostics, mais certainement a déjoué toutes les velléités de triche. Musk a géré cette participation à la campagne de Donald Trump à partir du moment où il a véritablement choisi son camp, comme il gère chacune de ses entreprises, c'est-à-dire vers un succès considérable. Et c'est toujours la même chose. Bref, ce qui va se jouer, évidemment, ce sera sur le front du Donbass, au Moyen-Orient, mais également en Géorgie, en Arménie, au Venezuela et au sein des BRICS. Ici, je m'interroge sur un point vraiment important. L'Allemagne est le maillon faible du camp Macron depuis quelques mois. D'ailleurs, on voit les récents tweets de Macron essayent de flatter les Allemands. Est-ce qu'il y parviendra? Est-ce que les Allemands vont ouvrir les yeux? En tout cas, lui, Trump, ne se trompera pas. Cette fois, il devrait savoir mieux s'entourer, mais il le fera pas à pas. Il ne peut pas brusquer, comme on le sait, la communauté qui entoure et qui soutient totalement Netanyahou. À coups de millions, à coups d'armes, à coups d'aide, on voit ce qui se passe avec les principaux pays européens, on voit ce qui se passait avec la présidence Biden et sa vice-présidente Kamala Harris qui se laissaient marcher sur les pieds par Netanyahou, y compris quand il venait au Congrès américain et devant congressman et sénateurs, et qu'il racontait n'importe quoi, comme s'il était face à des abrutis finis qui allaient continuer à gober des mensonges démentis depuis très longtemps. Bref, ce qui se passe d'ailleurs en Israël montre que Netanyahou devient plus dictateur que jamais du régime de Tel Aviv. Une grande partie de la rue ne s'y trompe pas et manifeste violemment. Et ils savent également, dans la rue israélienne, que, intuitivement, Trump déteste Netanyahou et sa politique génocidaire. Trump est un vrai humaniste, il n'aime pas les guerres, c'est un businessman, et il va véritablement essayer de trouver des solutions, et il sera clairement
extrêmement ferme vis-à-vis de Netanyahou. Et on va voir dans quelle mesure les changements au sein du gouvernement et de la chaîne de commandement en Israël, ils réussiront à résister au retour de Trump. Mais cette fois, il ne sera pas seul. Bref, Trump représente un nouvel espoir, fugace et qui peut sembler irrationnel à beaucoup au vu de son entourage, de son gendre dont je parlais juste avant, le mari d'une de ses filles qui est si pro-sioniste de façon affichée et revendiquée. Personnellement, je suis rempli d'espoir et aussi je suis certain que plus que jamais, il faut redoubler de vigilance, de détermination et d'engagement public. N'hésitez plus à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas, il faut qu'une vague se lève. Il faut absolument profiter de ce moment d'espoir qui naît. Évidemment, la vie m'a appris que quand on est face au mal, il faut savourer une victoire, il faut éventuellement la fêter, mais il faut continuer à être vigilant, je répète, déterminé et engagé. Je me rappelle de cette phrase de Poutine après la guerre en Tchétchénie, qui avait ses proches qui voulaient qu'il trinque au champagne et qui avait dit « Non, je ne trinquerai au champagne que quand toutes les guerres contre le mal seront finies ». Ce sont des paroles que Poutine a prononcées il y a plus de 20 ans et il n'a toujours pas trinqué. Et je pense qu'il ne trinquera qu'à la fin du bal des vampires. L'empire du mensonge est partout. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est comme un cancer qui métastase, mais n'a pas pris totalement les USA. Alors ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est qu'aux USA, il y a 2 de mes 5 fantastiques qui se sont unis totalement publiquement. Trump et Elon Musk permettent d'espérer plus aujourd'hui qu'hier. Et les autres, Poutine, Xi et Ben Salman, vont continuer à faire le bon travail et qu'ils font également chacun de leur côté ou unis de façon visible comme Poutine et Xi. L'union tacite arrive entre ces 5, elle est vitale pour mettre un terme au bal des vampires avec évidemment l'aide de Dieu. Alors c'est très important parce que souvent on me dit mais non, Macron est un pantin et tout se décide en réalité aux États-Unis. Et vous voyez bien que c'est parfaitement faux. Dans l'Union européenne, on se rend compte qu'il n'y a plus véritablement d'élections, de choix des gouvernements, etc. Tout ça est biaisé, tout ça est ridicule. Ils essayent de faire exactement la même chose en Géorgie, ils essayent de faire la même chose en Moldavie, partout. Les élections n'ont plus aucun sens. Elles ressemblent à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020. Je rappelle que 70% des électeurs républicains sont persuadés qu'on leur a volé l'élection à cette époque-là. Trump également. Est-ce qu'il va perdre du temps à se regarder le passé ou est-ce qu'il va se focaliser sur l'avenir? Je pense qu'il va se focaliser sur l'avenir et qu'il va tout faire pour éviter une guerre civile. Ça, c'est vraiment fondamental à voir. Mais ce qu'on observe, c'est que la démocratie américaine est encore une démocratie parfaitement solide, malgré l'emprise des médias qui est au cœur de cette lettre Substack. Et encore une fois, je vous recommande de vous abonner aux lettres Substack parce que cette fois-ci, je mets la vidéo sur YouTube. À l'avenir, la vidéo sera essentiellement sur Substack où évidemment, j'ai pas de censure puisque c'est une newsletter et elle est visible, présentée à tous, complète. Et je souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner à cette lettre qui est gratuite, mais au sein de laquelle vous pouvez également prendre des abonnements payants. En tout cas, c'est ce que j'espère qu'un certain nombre d'entre vous qui ont des moyens feront. Suite de la lettre. Qui contrôle quoi et à quel point les médias, la finance, les réseaux sociaux, Sofix, et finalement l'économie dollar sont prises en main? Est-ce qu'il y a un mythe ou une réalité? Personne n'ose poser la question. Encore moins regarder dans le marécage des turpitudes internationales pour questionner. On sent que être trop curieux sur certains sujets, sur les Khazars, sur
les lobbies, sur le financement des fact-checkers, etc. Tous ces sujets-là, c'est comme regarder dans les yeux la gorgone Méduse, c'est le risque d'être enfermé, d'être transformé en pierre, voire même d'être effacé définitivement de la société. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui se sont intéressées à ces sujets sont devenus, alors qu'ils étaient pleins de vie, suicidaires. C'est quand même très très étonnant. Bref, est-ce qu'il y a un mythe ou une triste réalité de double standard industrialisé dans le monde? Est-ce voulu par certains puissants qui veulent nous amener au transhumanisme? Est-ce qu'il y a une transcendance? Est-ce que tout ça est eschatologique? Est-ce que c'est ce que Saint Jean annonce dans l'Apocalypse? Est-ce que c'est également ce qu'on entend dans des conversations enregistrées de Netanyahou avec des rabbins? Toutes ces questions sont essentielles. Subsidiairement et en cas d'affirmative, à quel point sommes-nous dociles, aveugles ou lâches face à une version d'un réel manifestement travesti et qu'on nous impose? Pourtant, quand on écoute vraiment avec vigilance, ça ne résisterait pas au bon sens, et encore moins à une analyse factuelle rigoureuse. On peut même parler de véritable insulte à l'intelligence quand on écoute Netanyahou devant le Congrès US, ou qu'on se rappelle de Castex, un des anciens premiers ministres de Macron, parler des mesures anti-Covid, assis, debout, couché, etc. Netanyahou qui continue à raconter toutes ces mensonges sur les dizaines de bébés décapités, etc., etc. Pourtant, cela marche encore et encore auprès de l'immense majorité. Nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre à des personnes qui croient encore à toutes ces bêtises. Est-ce lié à un matraquage synchronisé sur toutes les ondes, matraquage qui impose une vision des choses assez unanime? Vous vous rappelez quand les experts sur les plateaux, tout le monde disait « mais tout le monde dit ça ». Il n'y a que les complotistes, il n'y a que les fous dangereux qui disent l'inverse. Et d'autre part, est-ce que les masses n'osent plus se poser de questions et acceptent de se laisser bercer par des apparences factices en se disant que jusqu'ici, pour eux, tout va bien? Ce qui expliquerait d'ailleurs que bien des peuples sont largement apathiques face à ce qui est humainement de plus en plus inacceptable, comme le génocide de Gaza. Rappelez-vous quand même qu'on accepte ça sans broncher, sans rien dire, un génocide incroyable et qui est télévisuel. Des exemples récents d'aberration. Les élections en Moldavie ou le nouveau Maidan à Tbilissi en Géorgie. Mais également le droit à se défendre d'Israël, y compris sous la forme d'un génocide des Palestiniens de Gaza, d'abord, alors que bien des faits montrent que tout cela semble préparé depuis bien avant le 7 octobre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce qui explique le limogeage de beaucoup autour de Netanyahou le 5 novembre, alors que les Américains votent? La tentative d'assassinat de Trump, les tentatives de le destituer alors qu'il était encore président, les milliards investis par l'OTAN sur le front russe et la possibilité d'utiliser le sang des Ukrainiens sur ce même front jusqu'à la dernière goutte, y compris les femmes. L'inattendu remède miracle et injectable contre le Covid par reprogrammation de l'ADN des humains. Vous vous rappelez, comme les ordinateurs, virus, antivirus. On nous met dans la tête que finalement notre corps, c'est juste une machine qu'on pourrait reprogrammer. Alors on fait ça avec les poules, ça n'avait pas marché, mais maintenant on fait ça avec les canards, et puis bientôt on fera ça avec tout, y compris avec les choux et les carottes. Voilà, on reprogramme la terre entière, c'est diabolique. On a également un nombre délirant de processus, de procédures de transition de genre et leur prise en charge à 100% par des systèmes de santé par ailleurs exsangues.
mais également les réseaux sociaux et les grands médias qui ne cachent plus leur parti pris. Et c'était incroyable de voir la manière à laquelle ce matin ils étaient tous KO. Mais une question reste, y a-t-il une voie pour la bravoure ou est-ce suicidaire de résister à cette déferlante de malice et de fourberie minutieusement orchestrée et qui est soigneusement protégée d'éventuelles contestations audibles? J'en fais moi-même complètement les frais puisque mon compte principal sur Twitter est bloqué, vraisemblablement par la France. Même mon compte secondaire est shadowban et évidemment aucun gros compte qui vienne braconner invariablement dans mes lettres et dans mes vidéos et dans mes tweets les idées ne me retransmettent jamais. Comme si c'était bien de me garder dans l'ombre, au chaud, parce que c'était utile, mais surtout pas que je sois visible. Ainsi, il faut avoir conscience du contrôle minutieux des dissidents, ceux qui pourraient lancer des alertes et soulever les peuples. Comment ça se passe? Algorithmes, censure, intimidation, répression. Le tout présenté comme dans l'intérêt de la sûreté du grand public, évidemment. Pourquoi est-ce que le culte du diable également est totalement omniprésent, comme les signes diaboliques dont le 666, mais également des cérémonies chères et plus que douteuses, comme au JO de Paris, à Toulouse et presque partout ailleurs en France, ou les excès du showbiz international et du cinéma qui mettent en scène des incantations du diable ou des célébrations sataniques. Par ailleurs, qui a fait brûler Notre-Dame de Paris et tomber les tours jumelles ou assassiner JFK? Est-ce qu'on va le savoir avec cette nouvelle élection de Donald Trump? Y a-t-il un lien entre le Covid et l'élection de Biden? Que s'est-il passé à Hawaï lors des incendies foudroyants semblant venir du ciel? Y aura-t-il véritablement un 47e président américain le 20 janvier? Et qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Et si oui, pour qui travaillera-t-il ou contre qui n'osera-t-il pas bouger le petit doigt? Comment ça se termine si on n'arrête pas très vite le bal des vampires? Et pour le plaisir, ira-t-on un jour enfin sur la Lune et saura-t-on le nom et prénom de naissance de Brigitte Macron? À toutes ces questions, les médias donnent des réponses tordues et fustigent ceux qui les posent. Ensuite, ils les affublent de tous les mots et travers, puis d'étiquettes indélébiles ou les ignorent. C'est plus efficace. Puis passeront les fact-checkers afin de briser les réputations et désocialiser les rebelles. C'est devenu un véritable théâtre de faux-semblants. Les journalistes seraient-ils devenus les tueurs en série de la vérité, avec de nombreuses victimes collatérales? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et si les médias devenus propagandistes et inquisiteurs étaient devenus un danger pour l'avenir de l'humanité, à cause de leurs allégeances inqualifiables? Y a-t-il un lien avec les affaires Epstein, c'est-à-dire une certaine idée de compromission, dérouage utile au sommet et dans toutes les rédactions? Et quand je dis au sommet, je parle des actionnaires des journaux. Imaginez que les journalistes ou leurs patrons soient tenus, 3 petits points, filmés dans leur partouze ou en train de sniffer de la drogue. Puis, il faudrait parler de l'usure en finance, ce que je ferai dans une autre lettre avant Noël, accompagnée elle aussi d'une vidéo. Mais en attendant, voici ce qui s'est passé au sein de l'ex-noble profession des journalistes. Ils respectent 15 règles comme autant de commandements. Eh bien ça, ce sera le chapitre 2 de cette vidéo et je voudrais qu'elle dure moins de 25 minutes, donc je vais arrêter là et je ferai la suite un peu plus tard dans la journée avec une introduction complémentaire. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'aller chercher mon Substack, c'est sur Substack, substack.com et je suis Bertrand55. Également, je vous recommande de me contacter directement si vous voulez du miel, si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir dans cette démarche à
Bertrand, Bertrand, @ 55bellechasse.com. À très bientôt. Merci.